Madame, Monsieur, bonjour, quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Aujourd'hui, nous sommes le 3 janvier 2026 et il est 8h, donc comme d'habitude, nous allons vous accompagner jusqu'à 9h30. Aujourd'hui, en compagnie de notre ami Ahmed Grigahsen, nous allons rester quand même au siècle dernier, on ne va pas aller très loin dans l'histoire, au XXe siècle, pour aller faire la découverte d'une autre personnalité, cette fois-ci, qui s'est intéressée au poète lui-même, poète, et qui s'est intéressé au poète. Il a édité plusieurs biographies sur les poètes de son époque. Il s'agit donc de Mohamed El Hadi El-Zahiri. Et en compagnie donc de notre amie Ania Srel, comme chaque samedi, nous allons ouvrir page santé pour évoquer donc la rétention d'eau, un autre problème qui touche tout le monde d'ailleurs, mais particulièrement les femmes. Alors quelles sont les causes? Comment prévenir et surtout comment faire la prise en charge. La bibliothèque aussi s'enrichit par un nouveau roman. Il s'agit donc du cordon ombilical. Alors là, ça va être des expériences croisées de plusieurs personnes qui vont aller chercher leur vie ailleurs. Alors, il y a ceux qui réussissent, ceux qui échouent, ceux qui regrettent, ceux qui reviennent à la source, de véritables expériences croisées. Et l'auteur sera parmi nous ce matin pour en parler. Également, ce matin, nous allons nous intéresser à la formation aux universités, aux écoles et nous avons donc le plaisir et l'honneur d'annoncer que l'une de nos business schools en Algérie a eu donc la palme, a eu donc l'obtention de la 4e palme donc au niveau du top de business school et nous allons en parler donc de cette distinction, quelle est sa particularité et quels sont donc les facteurs qui nous permettent de décrocher cette 4e palme. Et nous allons terminer l'émission en compagnie de notre amie Amina Zeri. Cette fois-ci, elle va s'intéresser à l'artisanat. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Mais avant de commencer, ce sera pause musicale comme à l'accoutumée et en compagnie de Jamal Allam. À tout de suite.
نزلوك الريق سيدي عيسى نزلوك الريق سيدي عيسى منفك الوعدة يما قرايا منفك الوعدة يما قرايا ما رادي يغال ما رادي يغال ما رادي يغال الوالي Et cette fois-ci, donc, nous allons nous intéresser aux poètes, à la poésie, aux biographies donc, qui ont été éditées autour des poètes du XXe siècle en compagnie de notre ami Ahmed Ghali Ghassan et ça va se passer juste après cela. Ahmed, bonjour. Bonjour, bonne année, meilleurs vœux, كل عام وانت بخير. جميعا ان شاء الله bonne année, meilleurs vœux بصحة ولهنا ان شاء الله. C'est passé comment le passage de 2025 en 2026? Dodo. On l'a pas vu passer. Hein. Ah, c'est un jour comme les autres, hein, finalement. Hein. C'est bon, خلاص. احنا زعما les résolutions et la nouvelle année, nouvelles activités. Avec le temps, on sait qu'on va pas les respecter. On sait qu'on va pas exactement. D'ailleurs, on dit même que pour respecter des résolutions, il ne faut pas en faire. Exactement. Voilà, il faut se laisser aller. Donc, avec le temps, on sait maintenant que tout ça, c'est pas... Voilà, mais quand même, tu as choisi de commencer l'année en douceur avec de la poésie cette fois-ci, n'est-ce pas? Oui, en fait, j'hésitais. D'habitude, on commence par Cheikh Abdel Halim Ben Smaïl, Allah yarhamou. C'est l'anniversaire de son décès, toujours, c'est la première semaine de janvier. Mais je me suis dit que peut-être on va changer un peu la formule parce que, en fait, nous, ce qu'on fait dans cette rubrique, généralement, c'est les biographies. Donc, on choisit une personnalité, puis on en parle. Et rares sont les gens qui ont écrit les biographies en Algérie, enfin des personnes illustrées, et qu'on a gardé ces livres. Donc, il y a le Boustan d'Ibn Abi Maryam de Tlemcen, il y a Unwan Diraya de Cheikh Ahmed El-Ghabarini de Bougie, il y a Mansour al-Hidaya de Mohamed bin Abdelkrim El-Feggoun. Il y a quelques recueils de biographies qu'on connaît. Enfin, il y en a d'autres, mais on les a perdus. Il y a, par exemple, le recueil de Ahmed Ben Ammar al-Jazairi, on l'a perdu, il n'existe pas, on ne sait pas. De toute façon, on n'a pas de copie. Mais celui-là, il est très curieux, il est très intéressant, il est particulier. Et le bonhomme est ingénieux, en fait. Ah, justement, qu'est-ce qui fait sa particularité? Sa particularité. Le bonhomme, bien sûr, il est né à Liana. Tu te souviens, on a parlé de Liana avec Cheikh Mohamed Saïd Zahiri, qui disait qu'elle est connue dans l'histoire et elle est ignorée dans la géographie. Oui. Allah yarhamou. Voilà, là je me situe par contre. Ah, exactement, il a laissé une belle phrase. Et le gars, il est Mohamed El-Hadi ibn Ali ibn Mohamed ibn Sanoussi Al-Zahiri, Liani si on veut, la région de Biskra. On le voit. Il est né en 1900, oui, ils savaient prendre leur pause. Mais, tu me voyais venir. Exactement. Mais en fait, parce que, je voyais la dernière phrase, c'est parce que le temps de pause, ils étaient obligés de prendre une pause longue parce que la photographie l'exigeait, exactement. C'est pour ça qu'ils prenaient ces pauses. C'était la chambre noire à l'époque. Exactement, le camara. Donc, il a étudié chez lui, il a appris le Coran chez son père, puis de là, il est parti à Constantine, a étudié chez Abdelhamid Ben Badis. Il est né en 1902. Je pense qu'il doit avoir commencé juste après la première guerre, donc la Grande Guerre 14-18. Au retour d'Ibn Badis de l'Orient, donc il commence à enseigner. Il doit être parmi les premiers étudiants d'Ibn Badis parce qu'il est resté avec lui 7 ans d'études. À un certain moment, après avoir fini, il voulait se déplacer, il voulait partir en Égypte. Il n'a pas eu l'autorisation de quitter le territoire. Il est resté. De là, il a commencé à enseigner, à travailler. Il a commencé par l'école Chabiba ici à Alger en 1928. Donc, après le décès de Cheikh Omar Ben Khaddour, il l'a remplacé.
Donc, et puis il était à Alger avec toute l'activité qu'il y avait autour de Nadi Taraqi, Cheikh Taïb Al-Uqbi, tous les Madras Shabiba, Madras Shabab, il y avait une activité terrible qu'il y avait à Alger, donc il y avait une grande... Donc, et puis il y a le début aussi du mouvement national, donc il y a l'Amir Khaled qui était là, donc les années 20, puis l'Étoile Noire africaine, etc. Mais lui, il s'est lancé dans l'enseignement. Il a enseigné à Alger, il a enseigné à Ain Timouchent, il s'est déplacé à Sidi Bel Abbas, donc il a fait plein de... Donc ça, c'est un peu la carrière, point de vue fonction, point de vue travail. Mais il avait un autre côté qui était un peu plus sensible, c'était un poète. Donc un poète, donc il écrivait, il publiait notamment dans les journaux, les revues, les magazines, ce qu'on veut, le majallat de Cheikh Abdelhamid Ben Badis, et ce qu'il y avait après avec Taïb Al-Uqbi, ce qu'ils avaient édité, l'Islah, le Muntaqid, le Shihab, etc. Donc il a publié dans tout ça, mais il a eu la présence d'esprit de collecter les biographies. C'est ce qui fait sa particularité d'ailleurs. Ah oui, et c'est ce qui fait que je l'adore. Parce que là, donc, Shu'ara al-Jazair fi al-Asr al-Hadir, il y a 2 tomes, donc il a été réédité pendant les festivités de Tlemcen, je pense, capitale de la culture. La culture islamique. Exactement. 2011, 2012. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des lettres aux poètes qu'il a identifiés dans les revues ou dans les journaux. Il leur demande d'écrire leur propre biographie qu'il inclut dans son travail. Donc, il n'a fait que collecter. Mais il fallait le faire. Imagine qu'il ne l'a pas fait. Et encore mieux, donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une souscription avant la publication du livre, puisqu'il n'avait pas les moyens, assez de moyens. Donc il l'envoie, et ça, je remercie les gens de la Khizant Zawiya Tijaniya de Timassine, ils l'ont mis sur le Facebook, sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. J'ai pu le récupérer, et c'est encore plus ingénieux, donc avant de publier, ils demandent une souscription. Il y a des gens, ils leur demandent de cotiser à l'avance, et après publication, ils étaient modernes. Ils étaient plus modernes que nous. Donc, des pratiques finalement qui continuent à exister jusqu'à aujourd'hui et je vois que ça a commencé très tôt finalement. Exactement, donc il a eu cette présence d'esprit, il l'a fait, il a envoyé à tous les gens qui sont susceptibles d'acheter son livre, il leur a demandé de faire une souscription, ils envoient de l'argent, ils publient, puis ils leur envoient leur copie. Voilà, très bien. Un travail d'éditeur. Exactement, c'est un travail merveilleux. Un travail d'éditeur à part entière. Et si tu ouvres le livre, tu vas voir toutes les biographies qu'il a insérées dans son livre. C'est des dizaines de personnes. S'il n'y avait pas ce livre, on n'aurait rien su de leur vie. Donc on n'aurait rien su d'eux. Donc Yaqdour al-Helwi, Ahmed Ben Yahya al-Kahal. Une douzaine quand même, de rien. Ça, c'est le premier tome. On est juste exactement, on a la même chose dans le deuxième tome. Donc on a une bonne vingtaine, une bonne trentaine de poètes qui avaient à l'époque, qui étaient présents dans le... Parce que des fois, on est frustré, parce que dans les vieux journaux, on trouve des noms, on trouve des poètes, des poèmes, mais dont on ne sait rien de ces poètes. Donc on les ignore. Surtout si, à l'époque, ils utilisaient aussi des prête-noms. Donc, ça complique encore plus. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a non seulement la biographie, mais il y a aussi le recueil des poèmes. Exactement, parce qu'ils leur demandent de choisir, et bien sûr, ils vont choisir les meilleurs de leurs poèmes, donc qu'ils vont insérer dans le livre, et ça nous donne un aperçu de l'activité poétique qu'il y avait. Enfin, il ne s'est pas contenté de ça, il a aussi écrit quelques... pièces de théâtre. Donc, il y a le deuxième livre qu'il a édité, Musajala Adabiyya Ijtima'iyya Akhlaqiyya, donc qu'il a publié. Il a d'autres poèmes, donc pièces de théâtre, entre autres Hijrat Rasoul, etc., etc. Donc, alors, je découvre en direct le livre Ahmed et je tombe sur une lettre finalement que l'un des poètes a écrit. Exactement, il a inséré carrément. Voilà, carrément. Donc, c'est la réponse à sa lettre. Voilà, c'est la réponse à sa lettre, carrément. C'est la réponse à sa lettre et on voit qu'ils ont très vite adhéré au projet. Oui, bien sûr. Il y a une adhésion instantanée, j'ai envie de dire, au projet. Il y avait un mouvement culturel à l'époque qu'on ne soupçonne pas. Donc, on n'arrive pas à imaginer les gens comment ils étaient. Moi, je voyais par exemple quand
Cheikh Mouloud bin Mouhoub de Constantine, qui était le mufti, le grand mufti. C'est le maître d'Ibn Badis aussi. Donc, de temps en temps, il publiait dans les revues, dans les journaux, il publiait 2 ou 3 vers de poésie, de vieille poésie, peut-être de l'époque Jahiliya ou Abbasside. Et il donne un prix, il propose un prix au meilleur tashtir. Tashtir, ça veut dire qu'on prend 2 vers par exemple, on prend un vers, il y a les 2, on appelle ça je crois les hémistiches ou je ne sais quoi, donc sadr ou l'ajuz, et on les sépare en insérant d'autres vers de poésie. On appelle ça tashtir, donc c'est la séparation. Donc, et du coup, en partant de 2 ou 3 vers, on se retrouve avec une qasida d'une dizaine, des fois même une vingtaine de vers. Ça, on appelle donc tesdis ou tarbiya. Donc, ils ont leur style. Donc, il proposait, donc il envoyait les vers, il les publiait, et il dit voilà, j'offre comme prix tel livre. Et par la suite, il donne un délai, donc 3, 4 mois ou 5 mois, je ne sais pas. Et puis, tu as tous les jeunes qui vont participer parce que bon, c'est des jeunes, ça les montre un peu, ça leur donne un peu de la visibilité dans un journal, dans une revue de l'époque. Et puis, ils gagnent par la suite le prix, tel prix. Il l'a fait plusieurs fois, Mouloud bin Mouhoub. Du coup, ça a créé de la dynamique. Exactement. Donc, ça a lancé des choses, ça a boosté des... il recevait des poésies de toute l'Algérie, donc notamment de la région de Biskra, de Ouadsouf, de Constantine, de l'Est, de l'Ouest, de partout. Donc les gens voyaient leur contribution et ça nous permet aussi d'avoir un aperçu sur l'étendue de la distribution de ces journaux et de ces revues, parce que c'était tout le monde en recevait. Peut-être, bien sûr, c'est le même journal qui va faire tout le tour du quartier ou du village, mais quand même, tout le monde lisait, tout le monde s'intéressait, et ça a créé une dynamique, et ça a donné ce type de résultats. Une vingtaine, entre 20 et 30 poètes, donc à l'époque. L'époque, c'était les années 20. Qui ont été transcrits quand même. Exactement. Transcrits pour l'histoire déjà, et pour la recherche aussi. Et ça, pour l'importance du... Puis pendant la Révolution, bien sûr, comme tout le monde, il a contribué. Bon, il était un peu vieux, donc il est né en 1902, déjà à la cinquantaine. Après l'indépendance, il a terminé sa carrière dans l'enseignement secondaire. Et puis, il est décédé en 1974 et on l'a enterré au cimetière de Qubba. Il nous a quand même légué 2 beaux tomes. Moi, personnellement, je lui suis très reconnaissant parce qu'il me donne de la matière pour ce que je cherche et ce que j'aime le plus. C'est vraiment de montrer qu'il y avait dans ce pays plein de... Mais on parle encore une fois de cette présence d'esprit à cette époque, finalement, Exactement. de contacter, de collecter, de demander finalement aux gens d'envoyer leur contribution, d'envoyer leurs écrits. Il se comparait aussi à l'Orient. Donc, le grand exemple, c'était ce qui se passait en Égypte, ce qui se passait à Zaytouna, ce qui se passait en Syrie aussi. Donc, il y avait beaucoup de contacts. Il lisait les journaux qui venaient du Moyen-Orient. Donc, ça les poussait à en faire de même, si ce n'est faire plus. Bien que leurs conditions étaient différentes. Par exemple, on sait très bien que, je ne sais pas, on se rappelle, si tu te souviens, le Cheikh Mohamed Al-Sqi Sharfawi, comment il est parti étudier en Égypte et il est resté des années à manger ce qu'il pouvait trouver dans les étalages de Dieu. Donc, c'était des conditions inhumaines. Mais quand même, il y a eu des gens, ils sont partis, ils ont étudié, ils sont revenus, ils ont enseigné dans des coins qu'on n'imagine même pas. Donc, on ne peut même pas imaginer maintenant, quand tu arrives donc, au sommet, au cime d'une montagne, ils te disent, là, il y avait une zaouïa. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ici, comment ils vivaient, mais là, donc c'était vraiment... Et pourtant, ils ont accompagné plusieurs générations. Exactement. Dans ce sommet de cette montagne, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Ahmed, encore une fois, d'être revenu sur une personnalité quand même assez atypique, n'est-ce pas? Voilà, dans son travail. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain pour une autre belle rencontre, comme d'habitude. Merci, Ahmed. Des activités pour cette semaine? Pas encore?
Non, mazal. Bientôt Inaïr, donc Inaïr, probablement. j'espère. Inch'Allah. Merci beaucoup, Ahmed. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une pièce théâtrale qui a été jouée justement lors du festival du théâtre professionnel. Il s'agit donc c'est une pièce qui est intitulée El Kef El Arian et c'est Linda Tebboul qui s'y est intéressée dans ce reportage et on se retrouve juste après. La 18e édition du Festival national du théâtre professionnel a fait vibrer Alger. Une affluence remarquable, une atmosphère électrique et un public passionné ont une nouvelle fois confirmé le festival comme le rendez-vous incontournable du théâtre algérien, réunissant comédiens, metteurs en scène et acteurs majeurs du 4e art. Sous une ovation longue et chaleureuse, le rideau tombe. Les sièges du théâtre étaient pleins, le public debout, applaudissant avec force et émotion. Une ovation magnifique, sincère, salue une œuvre qui n'a laissé personne indifférent. El Kef El Arian venait de marquer les esprits. Dès les premières minutes, l'œuvre a captivé l'assistance par sa singularité. Produit par le théâtre régional de Indfla, El Kef El Arian est un texte de Bilal Adnan, mis en scène par Issa Djaqati, qui explore avec subtilité et tension dramatique des thématiques humaines fortes, entre confrontation et vérité nue. La scénographie épurée, le jeu précis des comédiens et le rythme soutenu ont progressivement capté l'attention d'un public de plus en plus absorbé, jusqu'à ce silence dense qui précède toujours les grands moments avant l'explosion finale des applaudissements. On a travaillé dans de très très bonnes conditions au théâtre El Khamis avec un metteur en scène qui est lui-même enseignant à l'ISMAS, donc c'est un metteur en scène de renom, donc c'était bien. C'était bien, le contact était très très facile avec les comédiens, les techniciens et tout. Donc, et on était ravis de produire le produit jadid. Et puis ce n'est que notre 3e représentation. On a donné 2 représentations à Al-Khamis. C'est la 3e. Donc j'espère que le public a été content. On s'est fait plaisir, on s'est donné le meilleur de nous-mêmes et voilà. كنت في دور طيب ولا سي طيب كمجاهد ابان ثوره تحريريه دونك لو رول بيان مع الاستاذ عيسى زقاطي اخراج عيسى زقاطي المسرحيه هذه تحكي على كاف العريان اللي هو رمزي شيء رمزي طبعا في الثوره حتى باش نعطوا كنظره اخراجيه من طرف المخرج اعطى رمزيه اكثر للشهيد اللي ما شفناهش حقيقه واقف على خشبه المسرح وانما شفناه كما نقولوا حنايا حاجه يعني شخصيه وهميه ما كانش غير مجسده على ارض الواقع وانما مبني عليها لو سبيكتاكل اون جينيرال. Un public venu nombreux, conscient qu'il assistait peut-être à l'un des moments forts de cette édition du festival. مسرحية الكف العريان اللي داخلة في المنافسة في المهرجان الوطني للمسرح المحترف كانت مسرحية شابة سواء من حيث الأداء سواء من حيث الإخراج وكان يعطيهم صحة على الكل طاقم اللي يخدم هذه المسرحية وخاصة الممثلين. حضرنا مسرحية اليوم كانت مسرحية ثورية تحكي على الثورة الجزائرية ستان سبيكتاكل يعني تاع مسرح جهوي محترف يعطيهم الصحة داروا اللي عليهم ممثلين أداء جميل في القوة كل شيء كان في مكانه يعطيهم الصحة هذا مكان إن شاء الله ينالوا تعبهم. El Kef El Arian s'est imposé comme l'une des révélations de cette 18e édition, confirmant une fois de plus que le théâtre algérien continue de se réinventer avec audace et sincérité. Et c'était donc Linda Tebboul qui s'est intéressée à cette pièce théâtrale Kef El Arian qui a été jouée donc durant le festival du théâtre professionnel. À présent, page santé en votre compagnie, c'est la rétention d'eau à laquelle nous allons nous intéresser. Qu'est-ce que c'est, comment la reconnaître et surtout comment la prévenir, la prendre en charge. Et c'est Annie Azrel qui va répondre à nos questions et ce sera juste après cela.
Ania, bonjour. Bonjour Nour. Meilleurs vœux, que l'âme t'est prête. Bonne année, merci beaucoup. Ça va? Ça va. Ça a été le passage 2025-2026? Ça va. Très ordinaire, Exactement. n'est-ce pas? Très Continuité. ordinaire, une continuité, Voilà. un jour de plus. Moi, je suis plutôt un peu comme les saisons. Vous voyez, Oui. les débuts, c'est plutôt le printemps. C'est Ah oui. voilà, c'est le cycle naturel. Le cycle naturel lunaire, simplement, finalement, exactement. n'est-ce pas, Voilà. qui a trait à la Lune. Voilà, effectivement. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un autre phénomène, donc un phénomène tout à fait naturel, hein, n'est-ce pas? Donc on ne va pas parler de pathologie aujourd'hui, mais un phénomène tout à fait naturel qui n'épargne personne, et particulièrement les femmes, Ania. Oui, nous allons parler de la rétention d'eau. Ça touche ça touche les femmes et les hommes, mais plus les femmes. Et avec l'âge, ça se produit plus souvent. Donc déjà, qu'est-ce que la rétention d'eau? Plusieurs personnes vont penser que la rétention d'eau, ça sera d'avoir lié à l'accumulation d'eau dans les tissus. C'est un problème de stockage d'eau, c'est-à-dire que l'élimination n'est pas faite correctement. Ce n'est pas parce qu'on a bu trop d'eau, mais parce que cette eau n'arrive pas à être éliminée de la bonne façon et elle est stockée dans le tissu interstitiel. C'est lié à l'équilibre du sodium, à l'équilibre du potassium. Et ce problème, comment il va se voir? C'est au travers d'œdèmes. Des œdèmes au niveau des membres inférieurs, des œdèmes au niveau des mains. C'est souvent très discret. On va essayer de différencier des œdèmes pathologiques où l'œdème est vraiment important, où l'œdème est douloureux, où l'œdème peut être un peu coloré, rouge ou bleu. Là, ça sera des pathologies qu'il va falloir explorer. Mais un œdème qui est plutôt discret, par exemple, vous enlevez votre bague, vous allez avoir les traces de l'anneau, vous allez avoir un visage un petit peu bouffi, plus que d'habitude. Et surtout, comment on va différencier cet œdème lié à la rétention d'eau par rapport à d'autres, par exemple par rapport à de la graisse, par rapport à de l'accumulation. Parfois, c'est tellement discret qu'on ne va pas vraiment pouvoir faire la différence. Si vous perdez par exemple 3 kilos en 2 jours, généralement, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Vous faites de la rétention d'eau. Vous perdez rapidement, vous accumulez rapidement. En quelques jours sur la balance, ça varie très rapidement. Ce n'est pas du gras, c'est souvent de l'eau qui est soit déstockée trop vite, soit stockée trop vite. Et ça devient quand même problématique. Effectivement. Alors, à quel moment, est-ce qu'il y a des moments précis comme ça de la journée, au réveil par exemple, où on reconnaît plus la rétention d'eau? Ou ça n'a pas à voir forcément avec une période particulière? Ce n'est pas vraiment une période particulière, mais on peut le ressentir quand même à certains moments de la journée. C'est lié aux causes aussi, on va voir ça. Vous pouvez avoir par exemple une sensation de jambes lourdes alors que vous venez de vous réveiller. Ce n'est pas comme toute la journée vous avez travaillé, vous étiez debout, vous avez cette sensation. Et cette lourdeur-là, en plus des œdèmes et de cette perte rapide de poids en quelques jours et d'accumulation de poids en quelques jours, est l'un des signes justement qui permet de reconnaître encore plus la rétention d'eau. Sentir cette sensation de jambes lourdes au réveil fait partie des moyens de reconnaître la rétention. Alors justement, qu'est-ce qui cause la rétention d'eau? Alors, qu'est-ce qui cause la rétention d'eau? Comme on vient de le dire, c'est un problème de déstockage. C'est-à-dire que l'eau n'est pas éliminée correctement. Ce n'est pas lié au fait qu'on boit trop d'eau. Au contraire, on va voir qu'il va falloir s'hydrater quand même. Ce n'est pas un excès d'eau dans le corps, c'est une mauvaise élimination de cette eau qui a déjà été absorbée en quantité normale et suffisante. C'est souvent lié à un déséquilibre aussi entre le sodium et le potassium. Donc tout ça est métabolique, mais si vous avez un excès de sodium dans le corps et pas assez de potassium, le déséquilibre du taux de sodium dans les cellules va faire que l'eau ne s'échappera pas suffisamment au travers des reins, mais elle s'échappera des capillaires, mais ne sera pas éliminée justement de la façon classique dont elle est censée s'éliminer. Vous avez aussi, quand il y a un problème de protéines. On parle de déséquilibre et non pas de carence. Non, pas forcément de carence, c'est un déséquilibre, au contraire.
c'est un excès de sodium. Parmi les causes, il y a un excès de sodium. Le potassium, un manque de potassium peut causer une rétention d'eau. Une carence en potassium, oui, mais pas de façon directe. C'est-à-dire que le potassium ne va pas agir directement sur la rétention d'eau, il va agir sur l'équilibre du sodium entre les cellules, l'extracellulaire et l'intracellulaire. Et ce déséquilibre-là, c'est ça qui va engendrer la rétention d'eau. Vous avez aussi des carences, des carences en protéines. Si vous êtes carencé en protéines, d'ailleurs on trouve souvent la rétention d'eau chez des personnes qui font des régimes assez restrictifs ou qui évitent les protéines, des régimes végétariens par exemple, où il n'y a pas assez de protéines dans leur alimentation. Et ça va causer souvent un problème aussi lié à la pression qu'on appelle la pression oncotique, qui est aussi des échanges extracellulaires liés au taux de protéines dans le corps et qui va perturber cet équilibre de sodium et cet équilibre d'élimination d'eau. Il va y avoir de la rétention d'eau. Vous avez aussi un état inflammatoire. Si vous êtes en obésité, vous avez encore plus de chances, de risque d'avoir ça, parce que vous avez un état inflammatoire qui va aussi ajouter à cette perturbation du taux des ions dans le corps. Donc l'inflammation joue un rôle. Et au travers du stress, du taux de cortisol, des hormones, on l'a vu avec l'âge et plus les femmes, les hormones vont avoir un impact sur cette rétention d'eau. Donc à partir de 35 ans, il faut s'attendre donc à une rétention d'eau, même si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie. Si on n'a pas une hygiène de vie. Voilà. La sédentarité, l'hyperinsulinémie. Tout ça fait partie d'un mécanisme qui peut engendrer, tous ensemble vont engendrer cette rétention d'eau. Donc oui, il faut justement attaquer sur ces fronts-là. Donc, vous avez la station debout aussi, pour ne pas oublier, les personnes qui ont une station debout prolongée toute la journée, ils favorisent aussi la rétention d'eau. Il y a un mauvais retour veineux, oui, entre autres. Donc, ça va favoriser cette rétention d'eau. Donc, il faut essayer de prévenir ça. De prévenir, voilà. Alors, on va parler de prévention. Ensuite, on parlera de prise en charge, parce que si elle est là, on peut la prendre en charge aussi. On va dire que c'est un tout. C'est-à-dire prévenir ou traiter la rétention d'eau, c'est pratiquement les mêmes principes. D'accord. Donc, on va jouer sur déjà la sédentarité. Il faut bouger. Dans tous les cas, l'activité physique va nous aider. Comment ? En améliorant le retour veineux. En favorisant un bon retour veineux, on va diminuer cette rétention d'eau, forcément, la prévenir si elle n'est pas encore là et la réduire, voire l'éliminer si elle est déjà installée. Le stress, bien sûr, le cortisol est une hormone qui va engendrer une inflammation et donc ça va jouer son rôle. Si on joue sur le stress aussi, ça a un rôle direct même dans la rétention d'eau. Et l'alimentation, évidemment. L'alimentation, que ce soit les macronutriments ou les micronutriments. Les macronutriments, c'est-à-dire les protéines. Les protéines font partie des macronutriments qui ont un lien direct avec la rétention d'eau. Il faudrait toujours ajouter des protéines à son alimentation le maximum possible. Protéines principalement animales ? Oui, principalement. Voilà. Mais essayez quand même d'aller vers les viandes blanches, essayez d'aller vers les œufs, on ne le dira jamais assez, la viande rouge, pas en excès. Mais il faudrait quand même qu'il y ait des protéines dans cette assiette pour pouvoir réguler la pression oncotique dans le corps et réduire ce risque de rétention d'eau. Diminuer le sel, on arrive au cœur du problème. Le sel. C'est pour ça que je t'avais posé la question, est-ce qu'il y a un moment particulier dans la journée où on le sent ? Parce que j'avais remarqué que lorsque le soir, j'abuse un petit peu de sel, le matin, je sens cet enflement, je sens cette sensation de jambes lourdes. Eh bien, c'est ça que je t'avais posé la question. Il y a directement un lien avec le sel. Quand vous consommez le sel en excès, évidemment que vous allez perturber le taux de sodium dans le corps et vous allez engendrer cette rétention d'eau et la renforcer. Donc oui, diminuer le sel, mais il faut le rappeler que le sel n'est pas toujours dans cette petite salière
classique, le sel est caché. Il est caché dans les biscuits, il est caché dans des aliments peu probables qu'on pense être sucrés. Alors, les fromages. Les fromages, Par évidemment. exemple. Les fromages cachent beaucoup de sel. Mais il y a aussi des gâteaux qui sont salés. Et surtout dans tout ce qui est alimentation industrielle, il y a beaucoup de sel qui est caché. Et donc, il faudrait non seulement réduire le sel de table classique, mais aussi réduire le sel qui est caché dans ces aliments où il n'est pas, qui ne sont pas censés être salés et qui le sont. Donc, réduire son taux de sel, mais aussi pour équilibrer parmi les solutions, équilibrer le sodium, apporter du potassium au travers de bananes, d'avocats, d'abricots qui sont riches en potassium, de légumes, de légumineuses. Quand on parle de légumes, les épinards, les tomates sont riches en potassium. Et le potassium, indirectement, va rééquilibrer le sodium et ça va réduire la rétention d'eau de façon indirecte. Faire de l'activité physique. Surtout. Voilà. Et essayer aussi d'avoir et s'hydrater correctement, car ce n'est pas un excès d'eau, encore une fois, c'est une mauvaise élimination. Et donc, ne pas se priver d'une bonne hydratation. En tout cas, merci beaucoup Ania encore une fois d'être revenue sur cette problématique, on va dire, cette problématique qui est très 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 courante effectivement et qui touche tout le monde, particulièrement les femmes. En tout cas, merci beaucoup Ania. Merci. On se retrouve très vite, Inch'Allah, pour une autre séance de sensibilisation, d'éducation sanitaire. De santé, de bien-être. Voilà, merci beaucoup Ania. Et on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser aux arts martiaux puisque un stage a été organisé, juste un stage de formation a été organisé. Et c'est Samia Bouarou qui s'y intéresse dans ce reportage. À tout de suite. Chaque vacances, cette école offre aux enfants un espace dédié au sport, loisirs et détente, une tradition que l'on pratique au Japon pour une bonne discipline des bambins dans le but de les rendre autonomes et responsables. Et c'est Maître Smah qui a créé ce concept en Algérie, à Tizi Ouzou plus précisément, depuis presque une vingtaine d'années. Le but de ce jumelage d'arts martiaux, c'est de permettre de découvrir d'autres arts martiaux pour nos enfants. C'est le judo, c'est un art martial, l'aïkido, le karaté. Et puis, je n'ai pas fait appel à n'importe qui. J'ai appelé c'est des légendes du karaté, Maître Jdaoui, Erkab, et Maître Achour aussi, qui a édité des livres sur l'aïkido, sur la culture et tout. Et nous avons judo aussi, Maître Loiret, malgré ses 80 ans, il est là avec nous. C'est un écrivain aussi. Et nous avons aussi un judoka, un spécialiste en pédagogie, M. Azizi, qui nous vient de Annaba. Il y a beaucoup d'ambiance, on apprend beaucoup de choses, beaucoup d'autres passions, comme le karaté-do et l'aïkido. On a fait des échauffements pour faire les ateliers d'aïkido, du judo et du karaté. J'ai appris les trois. Je me suis bien amusée, c'est super. L'ambiance est très bien. Plus d'une cinquantaine de judokas s'entraînent quotidiennement ici, sous l'œil bienveillant des maîtres de renom qui ont formé des champions algériens, venus du Japon, Europe et plusieurs régions d'Algérie. On a la chance de nous regrouper d'un niveau très élevé. Il y a des 8e dan comme Ali Jdaoui en karaté. Il y a en aïkido la même chose, des 6e dan. Il y a moi, 7e dan, il y a des 6e dan. C'est vraiment un stage très bénéfique pour l'école, surtout pour nos enfants, la relève. Et nous sommes très satisfaits. Les gens pensent qu'en pratiquant les arts martiaux, on devient fort, on devient... Non, cette force-là, c'est une force intérieure. On n'utilise pas pour agresser, pour être fort. Non, s'il y a lieu de se défendre, ok. Sinon, comme je leur dis parfois, il y a autour de nous une sorte de hara, une sorte de fil qui ne se voit pas, invisible, qui nous protège et qui démontre aux gens qu'on est vraiment à la hauteur de ce que nous sommes. J'ai formé beaucoup de champions, beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes.
parmi les femmes, il y a Soraya Haddad, il y a Taklit Qasmi en tant qu'arbitre mondial, il y a Soraya Haddad, médaillée olympique. Et j'ai formé beaucoup d'hommes, dans l'exemple de Boudou Mohamed, il y a Boudou Mohamed, Mansouri, il y a beaucoup de judokas que j'ai formés. Il y a beaucoup d'hommes, donc on ne peut pas les citer tous. Un programme riche également a été soigneusement ficelé pour distraire ces athlètes, comme une randonnée dans la forêt de Yakouren, une occasion de connaître les richesses naturelles du pays, un pur moment de détente pour eux. J'ai découvert plusieurs sortes de chênes, des fleurs et des animaux aussi. Des animaux. Oui, comme le singe, les oiseaux, je sais pas. On a découvert plein de sortes d'arbres. On a découvert une nouvelle nature. On a marché, on a fait des randonnées, on a bien mangé, on s'est très bien amusé. Zoom sur le côté créatif des enfants. Un concours de dessin a été organisé. Les petits doigts de ces enfants ont exprimé de grands messages d'amour à leur patrie. J'ai décidé de faire le drapeau d'Algérie et de rajouter quelques montagnes à ses côtés. Ça représente beaucoup d'amour pour mon pays et j'aime beaucoup vivre avec mes proches ici. Et pour ce dessin, j'ai dessiné sur le thème algérien. Ça représente un symbole de paix et de solidarité. Et ça part sur les soldats, ceux qui ont... En fait, j'ai voulu m'engager pour un dessin en 3 dimensions. J'ai dessiné un grand cœur. À l'intérieur, il y a le drapeau d'Algérie pour montrer mon amour pour l'Algérie. En arrière-plan, j'ai décidé de faire les montagnes, car c'est vraiment l'endroit où je passe le plus de temps en Algérie. Une cérémonie a été organisée pour la progression par palier des couleurs de ceinture, symbolisant l'acquisition progressive des techniques de force et de sagesse, en présence des parents et des autorités. Très bien. C'est une fierté, c'est un combat depuis quelques années quand même, mais d'arriver à ce stade pour mes 3 enfants, là il y a Hicham, Aziz et Amin, donc c'est un combat continu avec des succès, donc leur effort il est toujours récompensé. Et ça, c'est une fierté pour moi, une fierté pour chaque maman qui voit ses enfants évoluer d'une manière positive. Voilà, il faut l'applaudir. Allez. C'était également un geste de reconnaissance envers des maîtres et doyens du judo qui veillent sur la transmission de ce sport, cette discipline ou encore cette philosophie de la vie. Et les termes du judo. Merci beaucoup. Oui, c'est la moindre des choses. Et voilà, c'était donc un stage de formation autour des arts martiaux et c'est Samia Bouarour qui s'y était intéressée. Cette fois-ci, restons dans la formation, mais plutôt la formation supérieure, j'ai envie de dire. Et pour en parler, nous avons parmi nous Dr Amin Osdir. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour. Bonne année, meilleurs vœux. Merci. Merci. Alors, vous êtes enseignant, vous êtes aussi directeur donc, du Business School ici à Alger. Je voudrais d'abord vous féliciter parce que c'est une institution qui a eu une très belle distinction à l'international, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc c'est la 4e palme des top business schools au monde. Oui. N'est-ce pas? Alors, je vais essayer de donner des explications dans ce sens. Tout d'abord, je souhaite une bonne année à toute la communauté universitaire en Algérie et tous nos compatriotes chercheurs et étudiants à l'étranger. Alors pour cette distinction, elle se caractérise par le fait qu'elle est attribuée par une agence de notation au niveau international et indépendante. Elle classe les écoles de commerce sur la base d'un certain nombre de critères. Parmi ces critères, il y a la qualité académique, la gouvernance aussi, et également l'employabilité, la relation avec les entreprises, l'impact socio-économique,
mais aussi l'ouverture à l'international. Et dans la qualité académique, il existe plusieurs sous-critères, tels que la qualité du corps professoral, l'innovation pédagogique, la rigueur dans l'administration pédagogique, la recherche scientifique, puisque nous disposons également d'une revue scientifique dans ce sens. Alors la distinction, elle a été faite par rapport à l'Algérie, et à l'Afrique. Par rapport à la revue scientifique, on rappelle que c'est une revue qu'on peut retrouver dans la plateforme du ministère, donc oui, bien sûr, au niveau de la SJP. Tout à fait, en effet. Elle est répertoriée au niveau de la plateforme de l'enseignement supérieur. Juste pour donner une précision sur le classement. Alors le classement, il a été effectué au niveau de l'Algérie parce que le classement sur les palmes, il existe en fait 5 palmes au total. Nous sommes à la 4e. À la 4e palme. Et ce classement, il a été effectué au niveau d'abord national. Et la 4e palme indique que nous avons un rayonnement international, continental important. Donc, cela fait ressortir que nous sommes impactants au niveau africain. D'ailleurs, nous sommes classés parmi les 10 meilleures écoles de commerce en Afrique. Maintenant, au niveau mondial, c'est un autre classement, puisqu'il faut atteindre la 5e palme. Oui. Et la 5e palme, vous avez des écoles comme Harvard Business School, comme MIT, comme Après, McGill, on va dire que ce sont des écoles, des universités historiques. Hein. Oui, Donc, évidemment. Elles ont évidemment. quelques siècles d'existence, elles ont eu le temps donc, finalement de bâtir tout un arsenal pédagogique. Tout à fait, en effet. Mais cela aussi représente un honneur pour nous. Oui. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de rayonner, de faire rayonner l'enseignement supérieur algérien au niveau international. Et c'est une mission qui nous importe beaucoup. Nous remercions par cette occasion justement les institutions qui nous ont accompagnés tout au long de cette démarche-là au niveau local. Et il faut rappeler également que l'obtention des palmes est un travail de longue date, puisque notre institution, MDI, existe depuis 30 ans. Et nous étions sur 3 palmes pendant un long moment. Et cette année, nous avons obtenu une 4e palme, qui est le travail collectif du staff administratif, des enseignants, des étudiants également, de l'ensemble de notre communauté, c'est-à-dire nos partenaires au niveau socio-économique, au niveau des universités internationales. Voilà. Donc c'est en fait une mobilisation de plusieurs parties prenantes qui a conduit à obtenir cette 4e palme. Encore une fois, nous nous sommes appuyés sur plusieurs outils pour développer davantage des innovations pédagogiques au niveau des enseignements, que ce soit des enseignements pour les jeunes étudiants, pour les cadres en entreprise. Aussi, notre démarche est alignée sur des référentiels internationaux tels que ACSB, AMBA ou EQUIS. Ce sont des référentiels très exigeants et nous, ça fait partie de notre cadre de référence pour pouvoir déployer justement notre démarche assurance qualité ou nos dispositifs de gestion pédagogique. Et puis aussi au niveau de la gouvernance, d'une manière générale de l'établissement, nous sommes sur une gouvernance partenariale inclusive dans le sens où nous incluons dans nos processus de prise de décision les étudiants, les enseignants, même les entreprises. Aussi, bien sûr, nous consultons le ministère de l'Enseignement supérieur dans nos démarches pour pouvoir développer davantage nos pratiques. Donc, nous sommes vraiment dans une gouvernance participative. Et pluridisciplinaire. Pluridisciplinaire, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est l'inclusion des étudiants, parce qu'ils sont justement appelés à prendre
à vos côtés des décisions pour l'épanouissement de l'école et de l'institut, mais ça commence déjà en première année de licence. C'est ce qui leur permet finalement d'acquérir une autre expérience. Donc pas seulement une expérience estudiantine, mais une expérience qui leur permet de se préparer au monde professionnel par la suite, n'est-ce pas? Exact, exact. Écoutez, là, par exemple, dans le cadre de certaines décisions pédagogiques, nous réunissons les étudiants avec les enseignants pour discuter de leur expérience d'apprentissage durant, par exemple, la moitié du semestre. Lorsqu'on a écoulé la moitié du semestre, on se réunit et on se dit, voilà, qu'est-ce qu'on a fait, voilà ce qui marche bien, voilà ce qu'il faut améliorer, et on discute en toute transparence, sans qu'il y ait, j'allais dire, de soucis liés à l'orgueil ou des enseignants, des sensibilités, c'est-à-dire même le corps professoral, il est informé sur le fait que nous sommes ouverts à la critique. Nous devons, et c'est par la critique que nous allons avancer, que nous allons nous développer. La valeur de l'excellence fait partie de nos, j'allais dire, de notre culture institutionnelle au niveau de l'établissement. Et l'excellence ne peut être atteinte qu'à partir d'une remise en question quotidienne. C'est un travail au quotidien. La qualité, c'est vraiment un travail de tous les jours. On doit s'améliorer sur plusieurs volets. Et donc les étudiants, comme c'est une partie prenante très très importante de notre processus d'enseignement, donc on doit les inclure impérativement dans la prise de décision, en leur indiquant également quel est le périmètre de la prise de décision. Voilà, en leur disant, voilà vos missions, voilà ce que vous pouvez dire, voilà, j'allais dire, le comportement à adopter lorsque vous allez émettre une critique, et voilà, qu'est-ce qu'une critique également. En amont, il y a vraiment un travail de sensibilisation, de formation également, sur comment émettre une critique constructive et objective, factuelle. Donc ils ne viennent pas parler d'une expérience d'apprentissage juste par rapport à un ressenti, non. Il y a un travail en amont, ils doivent se consulter entre eux, ils doivent récolter les informations, venir avec des faits, et on les discute pour pouvoir améliorer l'expérience d'apprentissage. Et donc, finalement, ce n'est pas qu'un accompagnement, un accompagnement scientifique, pédagogique, mais c'est aussi un accompagnement à tout un savoir-être et savoir-faire, finalement. Donc, il n'y a pas que le contenu des études, mais il y a, finalement, on est dans une construction d'une personnalité qui va être influente par la suite dans la société. Donc, pas seulement quelqu'un qui porte un bagage scientifique. Pleinement. On s'inscrit parfaitement dans cette perspective, puisque vous parlez de professionnalisation. Nous, nos étudiants, ils sont insérés au niveau de leur stage à partir de la licence, première année. Et on commence d'abord par un stage citoyen pour qu'ils puissent prendre connaissance de leur rôle, j'allais dire sociétal d'abord. Puisque on les forme pour être des cadres, mais des cadres qui doivent être impactants au niveau sociétal, qui doivent apporter des éléments positifs. Et être professionnel, c'est d'abord être conscient de son environnement, de l'impact de ce qu'on apporte à son environnement. Et puis, puisqu'on est en perpétuel contact avec les entreprises, donc on les place, on les accompagne pour qu'ils puissent se développer au niveau de ces entreprises-là dans le cadre de leur stage et revenir avec une certaine maturité professionnelle qu'on essaie en tout cas d'atteindre à chaque niveau d'études, puisque à chaque niveau d'études, il y a un stage, il y a un rapport de stage à présenter, il y a, j'allais dire, un processus réflexif dans lequel l'étudiant est introduit pour qu'il puisse apporter une réflexion sur ce qu'il a appris, ce qu'il reste à apprendre durant son cursus universitaire. Donc un investissement total finalement dans les étudiants et dans les futurs cadres donc de la société. Donc encore une fois, félicitations pour cette quatrième Merci palme. beaucoup. À quand la cinquième? Ça va demander beaucoup de travail. En tout cas, la quatrième palme n'est pas une finalité, ça reste
j'allais dire une distinction qu'il faut maintenir et c'est un travail une au autre quotidien. responsabilité, finalement. Exactement, c'est une autre responsabilité. En tout cas, merci beaucoup, Dr Amina Stek, d'avoir été parmi nous. Je rappelle, donc, vous êtes enseignant, vous êtes également directeur de MDI Business School. Encore une fois, félicitations. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons aller du côté donc, de Tizi Ouzou, en compagnie de Faria El-Hamdi, elle qui s'est intéressée au festival Lire en Fête. Et on se retrouve juste après. C'est à la bibliothèque principale de lecture Simhan Doumhand que s'est tenue la 3e édition du festival culturel local Lire en Fête. Son seul objectif est de promouvoir l'amour de la lecture, notamment chez les enfants et les jeunes, étant un moyen d'épanouissement intellectuel et de développement des connaissances. Cette année, nous avons axé sur le conte. Donc nous avons travaillé avec M. Taïf Bouammar, qui a fait le tour de presque de toutes les bibliothèques. Donc nous avons axé sur le conte. Donc il a embelli encore plus davantage le festival local culturel Lire en Fête. L'événement, donc, c'est Lire en Fête. C'est beaucoup plus un événement pour inciter les jeunes enfants à lire et à écrire, à s'intéresser à l'écriture. Parce que malheureusement, l'écriture et aussi la lecture est un peu mise de côté, malheureusement. Donc, c'est beaucoup plus un événement pour regrouper les enfants et les inciter, leur faire comprendre que l'écriture et la lecture aussi fait partie de notre culture. Le festival qui coïncide avec les vacances d'hiver revêt une importance particulière en raison de sa portée éducative culturelle. Je viens ici les mardis, on dessine, elle nous raconte des histoires et on fait des résumés sur les histoires. Bien, il nous raconte des histoires incroyables. Et ça réveille, c'est joli. La nuit, quand je dors chez eux le week-end, ma mamie me raconte toujours des histoires anciennes, tout ça. Le programme du festival comprend une série d'activités interactives, des expositions de livres, des spectacles de conteurs, ainsi que des initiatives pour encourager la lecture. À chaque fois que je donne un spectacle pour les enfants, c'est un réel plaisir. Parce qu'à vrai dire, la maturité, ce n'est qu'un masque. Je suis fier de pratiquer un métier noble, un métier de la parole libre, un métier du partage émotionnel, avec un métier où le message pédagogique est toujours présent, tout en reprenant ce qui nous est très cher, c'est-à-dire un terroir, une sagesse populaire et des contes populaires. Le festival se veut également un moment de partage entre les générations, mettant à l'honneur le patrimoine culturel à travers des contes traditionnels et des histoires inspirées de la région. Et c'était donc le festival Lire en Fête et c'est Faria El-Hamdi qui s'est déplacé à Tizi Ouzou pour nous ramener ces belles images. Et parlons de lecture, parlons donc de romans, parlons de bibliothèque qui s'enrichit de jour en jour. Et là, nous avons le plaisir de vous annoncer une nouvelle sortie d'un roman. Il s'agit du Cordon ombilical et c'est l'auteur est parmi nous, Monsieur Bachir Feshouli. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame et bonne année. Bonne année. Meilleurs vœux, que la Voilà, alors là, c'est le troisième.
Le troisième. Le troisième, voilà, le troisième. Nous avons eu l'occasion donc de parler des deux premiers romans. Deux premiers qui sont là d'ailleurs. Voilà, les deux premiers effectivement. Et le cordon ombilical, c'est un troisième donc qui vient enrichir un petit peu votre série. Alors on n'est pas très loin hein, donc des deux premiers romans, sauf que celui-ci, j'ai envie de dire que les objectifs donc des villageois est beaucoup plus grand. Oui. N'est-ce pas? Oui. Alors, parlez-nous un petit peu de ces, comme je le disais au sommaire, de ces expériences croisées. Parce que là, il y a plusieurs personnages, hein, et donc chacun vient avec une histoire particulière. Effectivement, parce que là, il s'agit de la vie. Oui. Comme le milieu, c'est sur les sentiers de la vie, donc il y a la vie au milieu, ils sont rattachés. C'est disons, une trilogie, mais l'avantage, c'est qu'ils peuvent se lire séparément. Séparément, oui. Voilà mais sinon, le premier commence par le même personnage qui est Ayesh, que vous connaissez certainement. Que je connais, effectivement. Vous le connaissez à travers le deuxième roman. Oui. Et puis, le troisième se termine avec Ayesh. Donc, la vie de Ayesh, elle est là. Elle parcourt les trois romans. Donc là, bon, le premier, il est déjà passé avec une journaliste, Siem Amri, je crois. Et le deuxième, c'est avec vous. Oui, c'était avec moi, effectivement. Oui, ici. Et le troisième, c'est aujourd'hui. Et c'est toujours avec moi. Voilà. Et tant mieux. De toute façon, je suis ravi d'être avec vous. Le plaisir est partagé. Une autre fois, et j'espère qu'il y aura d'autres occasions, certainement. Donc là, le roman, il parle un peu de beaucoup plus, parce que le troisième est beaucoup plus axé sur la migration et l'immigration. Beaucoup plus, parce qu'il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, il y a des gens qui disparaissent dans la nature, comme ça, ils ne reviennent pas parce qu'ils ont des difficultés. Et là, la quatrième page de couverture l'explicite, parce que là, j'ai repris un passage qui est dans le livre, ce n'est pas le résumé, j'ai repris un passage qui résume un peu tout ça et qui énumère les personnages. Oui. Donc, il y a quand même toute une panoplie de personnages. Plusieurs expériences. Plusieurs expériences. Effectivement, c'est ça la vie. Et chaque personnage porte en lui quelque chose. C'est donc un récit d'un mix anecdotique. Donc, il y a plusieurs anecdotes, il y a plusieurs histoires à l'intérieur, parce que chaque personnage a sa propre histoire. Et au fond de toute histoire, il y a quand même des valeurs. Oui. Et ce sont ces valeurs qui doivent ressortir à travers la lecture des trois romans. Parce que l'auteur, je dirais qu'il essaye quand même il s'est investi totalement pour essayer de recueillir toutes les valeurs et d'essayer de les faire adosser aux personnages. Voilà un petit peu le... Alors oui, vous parliez de valeurs et ce qui m'avait effectivement attiré, alors je vous le disais pendant que le reportage de Fali El-Hamdi, je me disais c'est un livre quand même assez dur à lire. Je parle avec le cœur d'une maman, bien sûr. Oui. Et je disais que justement l'une de ces valeurs qui ressort, j'étais un petit peu agréablement surprise de le voir, c'est un petit peu les parents qui se remettent en cause. Alors là, c'est vrai que nos grands-mères, nos grands-pères donnaient toujours le meilleur d'eux-mêmes, mais on ne voit pas forcément les grands-parents, par exemple, se remettre en cause. Et là, il y a une véritable remise en cause, une véritable remise en question de sa relation de du père et fils, mère et fils. Effectivement, parce que là, surtout à travers un personnage, spécifiquement le personnage de Ramtan, qui est parti, qui a laissé toute une famille derrière lui, parce qu'à la fin, c'est quand on est bloqué quelque part, quand les problèmes surgissent, font surface, c'est là qu'on commence à penser, à réfléchir et à se remettre en cause. C'est-à-dire en cherchant quand même les causes des difficultés, des problèmes, etc. Et puis on se remet en cause, on se dit d'où ça vient. Qui a provoqué ça? Et c'est le cas du père de Ramtan. Le père de Ramtan. Le père de Ramtan, il est là, il s'est dit, mais mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi mon fils est parti? Pourquoi il ne revient pas? Qu'est-ce qui l'a poussé à partir? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Exactement. Oui. C'était ça ce qui m'avait oui, c'est pour ça que vous dites c'est vraiment dur. Effectivement, et c'est ça la vie quand même. Bon, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais il y a quand même des parents qui se remettent en cause.
Et là, heureusement qu'il y a, il y a quelqu'un, un intermédiaire entre les deux, entre le fils et le père, c'est Damoua qui est là, oui. c'est un sage. Et c'est lui C'est un sage qui a beaucoup pris sur lui d'ailleurs. Oui, effectivement, et qui a beaucoup pris sur lui. Et c'est lui qui intervient pour lui dire, écoute, il faut voir ce que tu as fait à ton fils, et tout le monde le sait, donc réveille-toi. Voilà un petit peu le... Oui. Donc c'est dur quand même, comme vous le dites, c'est vraiment dur, surtout de se remettre en cause. Mais quand vous dites, ce sont des valeurs quand même qui se dégagent et ce sont des leçons de vie finalement qu'on apprend au quotidien. Oui, oui, enfin, des leçons de vie en effet, parce que là, des leçons de vie, surtout que les romans sont destinés bien sûr à toutes les générations. Oui. Toutes les générations, tout le monde se retrouve. Tout le monde se retrouve, effectivement. Quel que soit l'âge. Et c'est destiné, bon, il y a une partie quand même des lecteurs qui vont replonger un petit peu, qui vont essayer d'assouvir quelque part leur nostalgie, parce qu'ils ont vécu des choses. Et à chaque fois que je rencontre mes lecteurs, ils me le disent. Écoutez, je retrouve une scène qui est la mienne. Oui. Tout le monde se retrouve à l'intérieur. On s'identifie, effectivement. On s'identifie. Et pour les jeunes, ça leur permet aussi de revisiter, de visiter l'histoire de leurs parents, de leurs aïeux, et de voir un petit peu comment c'est venu, comment ils ont vécu. Et d'ailleurs, dans le deuxième roman, parce que moi je ne peux pas parler d'un seul, c'est les trois à la fois, c'est sur les sentiers de la vie, comme je l'avais dit sur ce plateau. Il y a des hauts et des bas dans la vie. La vie, ce n'est pas une platitude, ce n'est pas quelque chose de... C'est quand même des hauts et des bas, c'est des virages, c'est des épines, c'est des... Oui. Voilà. Alors, d'autres valeurs aussi qui se dégagent de ce dernier roman, c'est la solidarité, Monsieur Ferchouli, n'est-ce pas? On le voit lorsque Ramtan décide d'immigrer, on voit la communauté algérienne, comment elle s'occupe de lui, comment elle est là, à son écoute, n'est-ce pas? Oui. La solidarité, elle est dans les trois romans. Elle est partout. D'ailleurs, ça fait partie du fond de l'histoire. Cette solidarité, parce qu'elle existe réellement sur le terrain. Nos ancêtres vivaient comme ça. Il y a quelque chose qui les rassemble, qui les regroupe, c'est les difficultés de la vie, c'est la misère. C'est-à-dire, je l'ai même dit quelque part dans un roman, je ne sais plus lequel, où j'avais dit que les paysans, les villageois, se complaisaient dans leur misère. C'était dans le deuxième. Dans le deuxième. C'était dans le deuxième. Merci, voilà. Merci de me le rappeler. Oui, parce que j'ai eu l'occasion de les lire les trois. Voilà. Donc, tant mieux. Et merci pour merci à vous. Merci à vous, vous nous donnez de la matière. Donc finalement, il y a quelque chose quand même qui les regroupe. C'est cette misère, parce qu'ils vivaient tous sur le même diapason, ils vivaient tous au même niveau. Il n'y a pas de différence. Même s'il y a quand même sur le plan économique, sur le plan financier, il y a des différences, c'est tout à fait normal, mais c'est quelque chose qui est caché, qui ne fait pas surface. Et les gens vivaient ensemble. Et je me souviens que, bon, moi-même je l'ai vécu. Donc quand il y a un manque chez quelqu'un, il le prend chez l'autre, et vice-versa. Donc cette solidarité existait déjà, et même au niveau de l'étranger, quand par exemple pour les émigrés, ils se prennent en charge. Oui. Mutuellement, ils se prennent en charge. Et une fois qu'on arrive, on est pris en charge, et une fois c'est-à-dire qu'on se libère, qu'on commence à travailler, etc., on intègre le groupe et on prend en charge les autres, des nouveaux venus. C'est tout un cycle. Donc voilà comment ça se... Et ça se passait comme ça. Ça se passe toujours comme ça d'ailleurs. Oui, bon, ça se passait comme ça, parce que maintenant, aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas. Parce qu'aujourd'hui, ça a changé. Aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde, mais il y a toujours cet élan de solidarité. Bon, il y a quand même un peu de solidarité, mais pas autant que ça commence quand même à se rétrécir. Hein. Parce que c'est difficile comme une peau de chagrin. Effectivement. Voilà. Alors, rassurez-moi, il y a une bonne fin, parce que je l'ai eu quelques jours. Là, je suis aux 3/4. Oui. Je suis aux 3/4. Je ne suis pas encore arrivée à la fin. Il y a une bonne fin? Oui. Moi, je vous connais en tout cas à travers les deux premiers très optimistes.
Oui, même le troisième, c'est optimiste parce qu'il y a quand même une fin heureuse, comme on dit en littérature, il y a une fin heureuse. Et là, la fin, c'est que Ayesh, qui termine le roman, le troisième, et qui a débuté le premier. Donc Ayesh, il a retrouvé sa mère. Il a fait. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à l'histoire de la fête. Pas encore. Pas encore. Eh bien, ça sera la joie, la fête, parce qu'il y avait la mort de Ahmed dans le deuxième. Oui. Il y a la fête ici, il y a la fête. Et la fête, ça, Ayesh l'avait conçu comme élément de réconciliation pour réconcilier. Je suis en train de prouver que je suis aux 3/4. Voilà. Donc, pour réconcilier, se réconcilier d'abord avec le village, pour réconcilier la famille, et il s'est marié, et il est parti, il s'est installé, parce qu'Ayesh, vous l'avez vu dans le premier et deuxième, il y a eu quand même, il est résilient, très résilient. Il a chuté à maintes reprises, mais il est très résilient, quand même il allait refaire sa vie à Oran. Il est parti d'Alger vers Oran et il va refaire sa vie avec sa femme. Il s'est installé, donc c'est heureux. C'est heureux, oui, c'est heureux. En tout cas, je suis soulagée de savoir qu'il y a une fin heureuse. Voilà. En tout cas, M. Ferchouli, ça a été un plaisir de vous avoir reçu. Merci encore une fois pour ce roman qui nous rappelle finalement effectivement que la vie n'est pas toujours un fleuve tranquille. Beaucoup de belles valeurs qui se dégagent, mais restez toujours optimiste. En tout cas, c'est ce que je garde de vos écrits. Merci, le plaisir est partagé. Merci beaucoup, M. Ferchouli. À quand le quatrième? Merci à vous. On est gourmand. Bon, il est en cours, mais je ne promets rien. Inch'Allah. On aura l'exclusivité, j'espère, comme cette fois-ci. Oui, vous avez l'exclusivité cette fois-ci. Inch'Allah. En tout cas, merci beaucoup, M. Ferchouli. Très belle continuation. Merci à vous. À vous, Yatek Saha. Et on continue, nous allons nous retrouver pour la dernière station de cette matinée. Et avant cela, donc, un instant, restez. Donc, nous allons voir un reportage de Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à cette 33e édition de la foire de la production nationale et on se retrouve juste après. La 33e édition de la foire de production algérienne est un important rendez-vous économique qui a vu la participation de plusieurs acteurs économiques représentant des entreprises publiques et privées, des petites et moyennes entreprises, des start-up ainsi que des artisans. Alhamdulillah, احنا بدينا في الاكسبور من 2023 اللي كنا جبنا لي مارشي انترناسيونال كونتاكت مع الناس في لي فوار انترناسيونال سواء لهنا في البي تاعنا والله في الانترناسيونال كيما الاخر هذا في مدريد مع مينيستر كوميرس. بون مشينا في هذا الشيء في امليوراسيون باكاجينغ باش نروحوا ليكسبور والحمد لله الامور ماشيه وعندنا كوموند تزيد من العام لعام الاكسبور وهذه تولي كل امليوراسيون تاع الباكاجينغ وتاع البرودوي الحمد لله اللي رزقنا ربي برودوي باهي. صدروا التمر ومستخلص التمر اللي هو نقولوا له عسل التمر ولا زبدة التمر. عندنا ثاني منتوجات واحدة أخرى كما زبدة التمر بالكاكاو بالخروب، زبدة الفول السوداني محلات بعسل التمر. الأسواق اللي نستهدفوها عندنا سوق الروسي، عندنا إسبانيا، كوريا، وكاين عندنا زبائن منا نبيعوا لهم منا ويخرجوا المنتوج تاعنا حتى لأمريكا ثاني. في البداية كنا نواجهوا مشكلة شوية في الامبالاج وهذاك الشيء. حاليا الحمد لله كاين شركات جزائرية راهي بدات الحمد لله. كاينين شركات ملاح هنايا في الجزائر رانا نتعاملوا معاهم دركا. في البداية كنا كاين امبالاج كنا نجيبوهم من الخارج دركا ولا متوفر في السوق المحلي. Cet événement est une plateforme idéale pour exposer les produits et services et favoriser l'interaction directe avec les visiteurs et les consommateurs et conclure des partenariats. رانا حاضرين اليوم في المعرض هذا باش نزيدوا نشهروا بالمنتوجات تاعنا
خاصة أنه دخلنا بالفري fromage fondu اللي راهو trop demandé sur le marché algérien. Sans oublier que le fromage تاعنا c'est un fromage sans gluten. On existe sur le marché depuis 2019. الحمد لله قدرنا ربي on arrive à satisfaire le marché. Je dirais عندنا une présence sur 45 ولاية. On espère نطمعوا إن شاء الله بهذا المعرض أنه نزيدوا نوسعوا le réseau de distribution تاعنا. Cette foire constitue un levier essentiel visant à encourager la production nationale, à ancrer la culture de la consommation locale et promouvoir le label Made in Algeria. C'est une opportunité pour moi de participer à la SAFEX. D'ailleurs, c'est la 5e participation tarif la SAFEX. À chaque fois, je fais introduire de nouveaux produits et c'est toujours dans le bio pour fidéliser le citoyen algérien et lui apprendre à consommer algérien, à consommer bio, à faire confiance aux produits algériens. Cette manifestation contribue aussi à la préservation du patrimoine culturel en permettant aux artisans de faire connaître leur savoir-faire et leurs produits à un large public. Et c'était donc la 33e édition de la foire de la production nationale. Un très très bel événement d'ailleurs qui fait la promotion de la production locale. Une artisane que vous avez vue d'ailleurs dans le reportage est parmi nous ce matin. Il s'agit de Madame Hind Msbah. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour tout le monde, bonjour Canal Algérie, bonjour l'Algérie et je saisis l'occasion pour dire bonne fête et bonne année pour tous les Algériens. Bonne année, meilleurs vœux. Alors vous êtes artisane spécialisée dans les produits cosmétiques naturels. Et aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être parmi nous, notre amie Amina Zeri. Bonjour Nour, bonjour ça va? Bonne année. Merci, bonne année à toute l'équipe sympathique que j'adore, les bonjouristes. Hein? Les bonjouristes, donc, on précise. Bonne année, et sans oublier bien sûr nos téléspectateurs en Algérie, et ils sont partout dans le monde, oui. Les Algériens. Donc, après, Inch'Allah, beaucoup de réussite et de prospérité. Inch'Allah, là, il y a Kélémo qui te dit, ils sont oui partout, la preuve, la Coupe d'Afrique. Ah, ils sont venus de partout. Voilà, donc bonne année, Inch'Allah. Je suis très très contente de rencontrer Madame Hind. C'est tout l'honneur est pour moi. Extraordinaire qui fait des merveilles en ce moment. Je viens de découvrir des produits du terroir qui sont vraiment extraordinaires. Je viens de découvrir l'huile ozonée, qui est très efficace pour différentes maladies qu'on a en Algérie, cette huile qui existe en Algérie. Oui. Donc, je suis sûre qu'on va passer un agréable moment avec cette merveilleuse dame. Certainement. Certainement. Et aujourd'hui, Amina, tu as choisi justement de rendre un petit hommage à une personnalité artistique, un pilier de la chanson algérienne qui, quand même, il a beaucoup donné pour la chanson algérienne. Il s'agit de Kamel Hamadi, qui fête son anniversaire hier, donc 89 ans. Joyeux anniversaire, beaucoup de joie, longue vie et beaucoup de réussite. Donc je salue sa famille et notamment sa fille Mejda qui nous suit en ce moment. Alors, on va en parler dans un petit moment, mais avant, Madame Msbah, on va s'intéresser un petit peu à vos produits. Alors, vous privilégiez finalement tout ce qui est côté bio, tout ce qui est naturel. Oui, c'est un retour aux sources. Hein. Oui, tout à fait. Déjà, j'ai toujours dit, on est créé de la terre. Et donc, tout ce qu'on porte, tout ce qu'on mange, ça vient de la terre. Et on revient vers la terre. C'est un retour qu'on fait maintenant. Donc, nos médicaments, nos traitements, nos soins, ça vient des herbes, des plantes, des huiles. Tout ça, ça vient de la terre. On saisit l'opportunité de nous soigner naturellement. J'ai toujours dit, même si on doit faire appel à des médecins, certes, mais on doit essayer ce qui est naturel.
prévenir que guérir. Prendre des tisanes, ça ne fait que du bien que de prendre des antibiotiques. On essaye par le naturel. Notre pays est très riche. On a, je dirais, on a le paradis sur terre. On a un pays magnifique, très riche. Il y a des plantes médicinales qu'on ne trouve pas ailleurs. On a l'ortie en abondance, on a la camomille, on a la citronnelle, la menthe poivrée. On a une richesse qu'on peut saisir pour faire des merveilles. On peut soigner naturellement sans arriver à consulter chez des médecins. Prévenir que guérir. Dirham wiqaya khayrun min qintari ilaj. Il y a aussi, pardon. Vas-y. Il y a un grand retour aujourd'hui à tout ce qui est bio. Je crois que l'Algérie aujourd'hui utilise les produits, les Fedaro. Par exemple, moi j'ai rencontré Madame Siham, Hadja Siham, que je salue de passage, que j'ai rencontré dans un événement, dans une exposition récemment, qui a 70 ans. D'ailleurs, elle le dit si bien avec le dialecte algérien. تقول لي المرأة اللي ما عندهاش الحبق اللي من عندنا السبق في المحبس تاعها في الطاقة ولا في البالكون وما عندهاش الفليو وما عندهاش النعناع ما تعرفش تداوي وليداتها. Oui, tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Vous savez, on a de simples produits qui peuvent guérir. Par exemple, le matin, Madame Akak, elle a dit j'ai une angine, je ne vous fais pas la bise. Je lui ai dit après l'émission, Inch'Allah, je vais vous donner votre traitement naturellement. On a les clous de girofle, on a le citron, on a l'ail, on a le curcuma, on a le gingembre. Le miel, anti-inflammatoire naturel. Tout ça qui fait des ravages aujourd'hui. Bah oui. Tout ça, c'est un antibiotique. On a aussi la plante miraculeuse que j'utilise dans mes tisanes. D'ailleurs, j'ai fait même des paquets de tisanes que j'ai vendus. Je vous assure que vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Vous avez une angine, vous avez une grippe, vous avez une toux. Avec Noura, qui est un antibiotique naturel très puissant, vous n'avez pas besoin de voir un médecin. Vous n'avez pas besoin de prendre un antibiotique. C'est tout à fait naturel, c'est bio et c'est rapide. Vous savez que si vous prenez une tisane de Noura, vous avez une grippe, vous avez la fièvre, le lendemain, vous allez dire, c'est pas vrai, je mentais, c'est magnifique. Alors justement, Madame Sbah, tout ça, ça demande beaucoup de recherche, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ça relève d'une spécialité à part entière. Aujourd'hui, on parle de phytothérapie. La phytothérapie qui est naturothérapie, phytothérapie. Et on a aussi la pression des huiles, la macération. Tout ça, ça demande quand même un savoir-faire. Et pour avoir ce savoir-faire, il faut se documenter. La formation uniquement ne suffit pas. Il y a l'auto-formation, il y a la recherche. D'ailleurs, je leur disais, auparavant, je ne portais pas de lunettes. Maintenant que je fais tout le temps des recherches, mes yeux sont tout le temps plantés sur l'ordinateur. Je suis obligée de porter des lunettes. Mais vous savez, wallahi, je leur dis, c'est un monde magnifique. Plus on apprend, moi personnellement, je leur dis, je ne connais rien. On m'a dit, toi, tu as un savoir-faire, tu as appris beaucoup de choses. Je leur dis, je n'ai rien appris. Parce que chaque jour qui passe, je dis, Yadra, demain, qu'est-ce que je vais apprendre? Ça ne suffit pas. C'est un monde, c'est ce qu'on appelle surfer dans la science, surfer dans la recherche, apprendre de nouvelles plantes et de nouvelles vertus des plantes. Et justement, vous êtes dans la cosmétologie naturelle. Oui. Quels sont les produits que vous proposez? Quelle est la gamme de produits que vous proposez? Je fais un peu de tout. Je fais des crèmes visage, je fais des crèmes anti-rides. D'ailleurs, la dernière crème que j'ai faite, ça fait à peine une année que j'ai lancée. C'est une crème du jour qui est faite à base de perles de culture. Et ça donne un éclat magnifique. Ce qu'on appelle l'effet glow, ça donne un éclat à la peau et ça maintient la peau, ça diminue des rides et des ridules et ça préserve la jeunesse. C'est le secret finalement de votre peau?
Je vous regarde. On me dit souvent que tu as une belle peau. Je vous assure que je n'utilise pas, je ne mets pas de maquillage. Ça fait longtemps que j'ai divorcé avec le maquillage. Je ne fais que de produits bio. Il y a aussi un nouveau secret, c'est l'huile ozonée. Ben, pour le visage, j'ai ozonné l'huile de figue de Barbarie, l'huile de sésame, l'huile de coco et l'huile d'olive extra vierge. Avec un petit secret, l'huile essentielle de carotte sauvage. Donc ça donne un éclat magnifique, ça préserve la peau. Il n'y a plus de secret maintenant, madame. Bah, j'ai donné. Ce que je disais, Morbila à Amina, je lui ai dit, il y a des formules que je donne gratuitement. En tout cas, les femmes qui ont des problèmes de cheveux, les chutes de cheveux, elles nous proposent un remède vraiment une kératine naturelle. Oui. Donc, je ne sais pas si vous voulez parler justement de cette Justement, kératine. j'ai ramené toute une gamme de produits faits à base d'huile ozonée. J'ai fait des shampoings qui couvrent les cheveux gris. Bon, bien sûr, c'est pas magique. C'est pas du jour au lendemain. Bien sûr. C'est la prospérité, c'est un travail continu. Donc il faut se laver les cheveux tels que moi d'ailleurs. Je me lave les cheveux avec mes shampoings naturels. J'ai fait une protéine naturelle qui est faite à base de lanoline et d'huile ozonée. J'ai fait des savons anti-rides éclaircissants et raffermissants avec l'huile ozonée. Et j'ai fait d'autres traitements tels que stop douleur. C'est magique, tels que traitement hémorroïde. J'ai fait aussi crème pour les pieds, crème pour les mains, stop psoriasis, rosacée, mais ça se fait, j'ai envie de dire, en collaboration avec un corps médical ou c'est mes propres recherches. Bien sûr, je fais appel à un laboratoire qui me fait des d'analyse, bien sûr, parce que quand même, il faut travailler correctement. Mais c'est mes préparations, c'est mes recherches, c'est mes essais. D'ailleurs, au début, je donne le produit gratuitement pour des gens qui souffrent de problèmes et je vois le résultat. Vous voyez, il y a toujours, alhamdoulilah, jusqu'à maintenant, c'est des feedbacks, c'est des retours bons. Alhamdoulilah. Alors, Amina, je reviens à toi. Un bel hommage donc, que tu voulais rendre aujourd'hui à une grande personnalité, l'un des piliers donc, de la musique algérienne. Exactement, c'est un grand monsieur qui a bien sûr contribué à la promotion de la chanson algérienne. Il était compositeur, interprète et auteur. Il a travaillé presque avec toutes les vedettes de la chanson algérienne. Slimane Azem, Rabah Deriassa, Blaoui El Houari, Dahman El Harachi. Ils ont tous quitté, hein, Exactement, il était chef d'orchestre. Il était aussi, il joue merveilleusement bien au luth. Il a même travaillé avec Cheb Mami, avec la nouvelle génération. C'est lui aussi, il était derrière les succès de Ait Mengelet, les débuts de Ait Mengelet. Et qui dit bien sûr, Kamel Hamadi, dit Noura. Notre grande artiste qu'il a épousée en 1960, 25 février. Et donc, il a presque... 1960. Oui, 60. Il a composé une grande partie de ses chansons, entre autres Yabnat El-Houma, cette chanson qui a fait un grand succès les années 70, 80. Allah yarhamha Noura, une grande vedette de la chanson algérienne. Et aussi... il ne faut pas oublier que Kamel Hamadi, il a travaillé aussi avec le cardinal Hadj Mohamed Al-Anqa. C'est lui le compositeur, l'auteur c'est celui qui a écrit les paroles d'une grande chanson, une chansonnette interprétée par le Hadj Mohamed Al-Anqa. Allah yarhamou, Ezri ou Yighleb Al-Hamali, le shfar ta'i Yighleb Al-Hamla. Donc c'est une chanson qu'il a dédiée à son fils Mustafa Al-Anqa. D'ailleurs, à chaque fois, quand il chante cette chanson, il pleure sur scène, le Hadj Mohamed Al-Anqa. C'est un chef-d'œuvre. Donc, moi, je voulais faire cet hommage, un petit hommage symbolique à cette personnalité artistique. Il est très réservé, il est un petit peu loin des médias, il n'aime pas trop s'exposer, mais il travaille, il a une plume
sublime. Puis c'est un monsieur qui a fait beaucoup de chansons sur notre patrie, l'Algérie, et certainement... voilà, on voit une très très belle, regarde Amina, une très très belle photo. Avec Nora, voilà. avec Nora, avec Nora, voilà. notre grande artiste Nora. Rabbi طول عمره. Inch'Allah, joyeux anniversaire. Inch'Allah, joyeux anniversaire. C'est une école. Oui. C'est une école. C'est une école à part entière, effectivement. Exactement. Moi, je salue toute sa famille, notamment sa fille Mejda, que je salue de passage, qui nous suit en ce moment. Donc, ربي يطول عمره ونترحموا كامل على الفنانين تاعنا on a perdu quand même une pléiade d'artistes durant l'année 2025, entre autres Madame Biouna. تقعد في ذاكرة كما يقولوا كامل الجزائريين. يا aussi رميمز عايشي الله يرحمه ويوسع عليه. دونك ماتوا فنانين بصح يبقاو في قلوبنا. ربي يرحمه. Ce sont des légendes qui ne vont pas. Ils ont honoré le pays avec leur. Exactement. Ils nous ont fait rêver durant de longues années. Ils vont continuer à le faire, même après leur disparition. Amina, c'est toujours un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup pour ce bel hommage. Merci. Voilà. Il y a un proverbe algérien très 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 célèbre يقول لك يروحوا تروح صنعة الجدين وتبقى صنعة يروحوا الجدين وتبقى صنعة يروح مال الجدين وتبقى صنعة اليدين. Voilà, merci beaucoup Amina, Madame Mesbah, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous remercie pour votre invitation. Et voilà, et Amina Riet, pourtant on va clôturer avec la chanson de l'Alqa. Donc voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Vous retrouverez notre ami Amal Almi dès demain à partir de 8h. Pour ma part, ce sera le week-end prochain. Inch'Allah, excellente semaine à tous. Au revoir.